Éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation de filles en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, c'est le thème du mois de la femme ou de la journée internationale de la femme qui est célébrée ce 8 mars 2023 en République démocratique du Congo. Et pour l'occasion, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux de tribune Madame Eloge Ndibo. Elle est coordonnatrice présidente de l'ONG Sourire dans nos villages. C'est avec elle que nous allons devoir parler de la femme, puisqu'elle est femme. C'est la journée internationale de la femme. Bonjour Madame Eloge. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Bonne fête de la femme. Merci pareillement. Merci beaucoup. Voilà, on vous a présenté tout à l'heure que vous êtes présidente de l'ONG Sourire dans nos villages. Pourriez-vous nous parler un peu de votre ONG qui est Sourire dans nos villages? Comment est née cette idée de créer cette ONG? Ok, merci. Sourire dans nos villages, quand vous attendez le mot sourire. Alors, il m'est arrivé de partir dans des villages. Nous avons eu à constater que les enfants ne souriaient presque pas, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles qui les empêchaient à sourire. Alors nous avons décidé, avec mon équipe et moi, de créer SDV ONG, qui est sur dans nos villages, qui va apporter les sourires dans plusieurs domaines. Dans le domaine d'éducation, dans les domaines de santé, dans le domaine d'amélioration des conditions de vie. Alors on a créé cette ONG depuis 2017. Aujourd'hui, ça va faire pratiquement 6 ans que nous existions. Alors voilà un peu l'historique. Voilà, pourquoi avoir choisi seulement le village? Parce que pour avoir été, ou parce qu'aujourd'hui quand on vous appelle villageois, villageoise, c'est synonyme de honte, hein? Synonyme de honte. Quelqu'un ne voudrait pas qu'on le nomme villageois ou villageoise. Mais vous portez cette étiquette de villageoise. Comment vous vous sentez dans cette costume de villageoise? D'accord, merci pour la question. Au fait, moi-même d'abord, pour un petit témoignage, je suis née au village. Alors quand j'ai grandi, j'ai demandé à mes parents, il fallait que j'aille là où je suis née, voir ma source, voir un peu la maternité où j'étais née. C'était très important pour moi. Quand je suis partie, j'ai vu que voilà, je suis née ici, mais je ne suis pas pratiquement comme ces enfants qui habitent ici. Qu'est-ce qui manque à ces enfants pour qu'ils deviennent comme moi? D'avoir le même niveau de vie. D'avoir le même niveau de vie comme moi. Est-ce que c'est seulement l'argent nécessairement? Je pense bien non. Est-ce que c'est l'éducation? Je pense bien oui. Est-ce que c'est le mariage précoce qui freine? Je pense bien oui. Nous avons eu à rencontrer toutes ces histoires-là qui a fait en sorte que je puisse moi-même partir là-bas. Parce que quand eux, ils me voient, ils disent que voilà, c'est notre amie, c'est notre soeur, c'est notre tante, c'est notre maman. Elle aussi, elle est passée par Bongayassa. Elle aussi, elle est née ici. Donc, Bongayassa, c'est dans quelle province? Bongayassa, c'est la province de Kwilu. Très bien. Alors, elle est passée par là. Donc, elle nous connaît mieux, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était un peu pour moi... Donc, vous connaissez tout le problème à la source, oui, tout ce qui, le problème qui gangrène les enfants villageois. Oui, oui, je connais le problème à la source. Et j'ai voulu aussi leur montrer que être villageois n'est pas un handicap. Être villageois n'est pas une honte. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons toutes ces personnes qui nous gouvernent, qui excellent aujourd'hui en politique ou dans d'autres domaines, ce sont des villageois, excusez-moi, ce sont des villageois. Donc, être villageois, c'est juste appartenir à un village quelconque. Mais cela ne veut pas dire qu'on est honte, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas étudier. Non, 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 c'est faux. Parce que même dans nos universités aujourd'hui, même dans nos écoles aujourd'hui, les enfants qui sont très intelligents, ce sont des enfants de village. Même en milieu professionnel. Même en milieu professionnel. Donc, être villageois, pour moi, aujourd'hui, c'est un honneur. Alors, je voulais les apporter ces messages pour essayer un peu d'enlever ces complexes qui a tant existé. Voilà, vous venez de dire que les enfants qui viennent de l'intérieur du pays sont plus aptes, plus intelligents que ceux qui vivent dans les cités. Et face à ces problèmes, le nœud du problème, c'est quoi? C'est la responsabilité des parents ou parce que là-bas, il n'y a pas assez de distractions, les enfants sont tellement... capitalisent leurs intérês, c'est les études et puis autre chose, ou la faille vient d'où par exemple? Bon, la faille vient de la manière dont nous éduquons nos enfants ici, à Kinshasa. Il y a plus le laisser aller
Beaucoup de facilité. Beaucoup de facilité. Parce que les enfants qui vivent dans le village, ils vont à l'école à des kilomètres, à plusieurs kilomètres, 2, 4, 6 kilomètres pour atteindre l'école. Et ils font ce sacrifice tous les jours. Mais les enfants qui sont ici à Kinshasa, l'école est juste sur l'avenue, mais ils vont en voiture. C'est ça aussi qui bloque. Il y a beaucoup de facilité par rapport aux enfants qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup de négligence. Il y a, en fait, on a plus des facilités, on a plus... En fait, tu vois, les développements, c'est bien, mais des fois, ça crée aussi une certaine négligence. Par exemple, les enfants villageois, eux, avant peut-être d'aller à l'école, ils doivent aller au champ. Ils doivent aller à la source chercher de l'eau. Mais ici, par exemple, nous avons la régie des eaux qui est là, il y a tout, il y a l'électricité. Voyez-vous, l'enfant du villageois, par exemple, il y a des autres enfants qui ne vont même pas à l'école, qui sont forcés à marier précocement. Mais ici, si tu te maries, ici au moins, on connaît la loi portant protection de l'enfant. Donc, toutes ces choses-là qui font en sorte que l'enfant villageois ainsi que l'enfant soit un peu différent. Et aussi la technologie qui a ramené beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons l'éducation diffuse. Les enfants sont détruits par la télé, par aujourd'hui avec l'internet, mais toutes ces choses là-bas, il n'y a pas. On ne sait pas contrôler ça. Voyez-vous, là-bas il n'y a même pas de téléphone, mais aujourd'hui un enfant peut être gâté par un téléphone. Donc c'est un peu ces choses là qui font en sorte que un enfant villageois, quand il va à l'école, déjà parce que l'école est difficile, c'est pas à donner à tout le monde. Et quand surtout une femme, une fille, quand elle est scolarisée, elle prend ça avec beaucoup de sérieux. Et voilà. Voilà, très bien dit. Puisque vous avez parlé de développement, nous y sommes déjà, c'est le 8 mars, Journée internationale de la femme, avec le thème national, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de filles en République démocratique du Congo. Tu viens d'énumérer quelque chose qui m'a intéressé. Aujourd'hui, il y a Internet à Kinshasa. Éducation numérique, on voit la nouvelle technologie, on voit l'Internet, on voit tous ces appareils qui nous aident à communiquer aujourd'hui, mais qu'on ne trouve pas dans nos territoires, dans nos villages. Est-ce que, par rapport à ces thèmes, est-ce que les enfants villageois que vous défendez en tant qu'ambassadrice sont concernés dans ces thèmes? Bon, moi, je ne sais pas l'Occident lorsqu'ils fixent, enfin, lorsqu'ils donnent leur thème et tout ça, lorsqu'ils discutent sur ça, je ne sais même pas s'ils font, ils tiennent compte aussi de réalité de chaque État, de chaque province, de chaque pays, surtout en Afrique. Voyez-vous, si on peut même parler de l'éducation numérique. Mais même ici en RDC, à Kinshasa, nous avons ces problèmes. Nous avons ces problèmes. Vous pensez que l'Internet que nous avons, cela est suffisant? C'est réduit. L'Internet que nous avons ici, des data, des mégas, c'est réduit. Parce que même quand vous avez ces data-là, vous ne savez pas tout faire avec. Mais aujourd'hui, il y a le réseau qui est gratuit, l'Internet est gratuit dans les universités, c'est quand même un pas. L'Internet est gratuit dans les universités, allez-y demander si ça continue. Allez-y vous informer. Moi, je vais vous dire que cette histoire, c'était du buzz. Parce que si vous partez aujourd'hui à l'UNIKIN, à l'UPEN, n'importe où, on va vous dire que l'Internet ne marche plus. Et comment parler de l'éducation numérique dans un contexte de la RDC? Surtout en province. C'est surtout dans des pays sous-développés, des pays en voie de développement. C'est très difficile de parler des numériques, Madame Ranta. Parce que nous avons des provinces où il n'y a même pas l'Internet. Nous avons des villages où, si un enfant villageois, excusez-moi de parler trop des enfants villageois parce que c'est le milieu où je travaille. Si une jeune fille villageoise qui est née, qui ne sait même pas ouvrir la télé, cette jeune fille villageoise-là saura ouvrir un ordinateur? La télé même qui n'existe pas dans son coin. Ou qui existe, mais puisqu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de télé. Vous allez avoir la télévision, vous allez allumer avec quoi? Avec la batterie, peut-être? Non, mais il n'y a pas de courant. S'il n'y a pas de la batterie, on est en train de parler du contexte de sous-développement. Donc, des maisons où il n'y a pas de télévision. Dans ces maisons-là où il n'y a pas de télévision, vous n'allez pas parler de numérique. Vous n'allez pas parler des numériques. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a des options, par exemple, la Polytechnique. On n'en trouve qu'à l'UNIKIN.
Dites-moi, dans quelle université, aux provinces, où on peut apprendre la polytechnique? Or que ce sont des options où, si vous envoyez votre enfant là-bas, c'est là, en fait, cet enfant, on peut peut-être espérer que cet enfant est formé dans la technique, dans la technologie. Voyez-vous? Donc, c'est compliqué. Lorsqu'on dit numérique et tout ça, éducation numérique ça, pour l'autonomisation égalitaire et tout. En tout cas, pour moi, c'est utopique. Donc, pour Madame Eloge, l'éducation numérique ne concerne pas les enfants qui sont dans le province parce que il y a beaucoup de difficultés, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est les enfants qui sont aujourd'hui, qui fêtent aujourd'hui la journée internationale de la femme sous ces thèmes nationaux, bien évidemment, ne se retrouvent pas ou ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés, ils ne se retrouvent pas parce qu'ils ne bénéficient pas de ce droit à la numérique. Moi, je me suis toujours posé la question, chaque année, on change de thème par-ci, par-là. L'année passée, on a parlé de leadership féminin. Aujourd'hui, on parle d'éducation numérique. Demain, ça sera quoi? Après-demain, ça sera n'importe quoi. Est-ce que c'est ça, au fait? C'est ça, au fait, les développements de la femme? Si c'est ça, les développements de la femme, mettez cela à la portée de tout le monde. Si toute femme doit bénéficier de cela. Ce thème doit être inclusif. Mais c'est d'une part aussi de votre responsabilité. Vous qui êtes aujourd'hui, vous qui coordonnez aujourd'hui les ONG, vous aidez l'État en principe. Quand vous avez des thèmes pareils, allez-y dans vos villages, allez-y faire de plaidoyer, allez-y éduquer, allez apporter ce message à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui marginalisées selon vous, parce qu'ils ne sont pas concernés dans ce thème. Le problème du numérique ne se limite pas seulement sur le lobbying. Voyez-vous, quand vous partez... Il faut de moyens. Il faut de matériel didactique. De moyens. Voyez-vous, vous n'allez pas aller là-bas leur parler. Et vous savez, l'ordinateur, c'est comme ça. Informatique, c'est comme ça. Polytechnique, c'est comme ça. On peut même tomber bas. Hein. Les réseaux, techniques des réseaux, c'est ça. En fin de compte, ils n'ont jamais vu ça. Ils ne connaissent pas ça. Alors que le monde évolue. Le e-commerce, aujourd'hui, avec cette application, on peut faire son commerce juste avec le numérique. Mais c'est ça le problème. Déjà, les écoles ne sont pas informatisées. Les écoles du village, vous pouvez aller dans une école du village, vous-même inspecter. Vous avez que toute une école, même pas un ordinateur. Les écoles ne sont pas informatisées. Nos frontières, les écoles, comme sont les états de ces écoles en province, parce que vous... Mais les écoles sont un lambeau, Madame Ranta. Les écoles sont un lambeau. Les écoles, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas d'écritoires, il n'y a pas de tableau. C'est bizarre, c'est très bizarre. Les problèmes des infrastructures. Les problèmes des infrastructures des écoles, ça dérange. Et une école comme ça qui n'a même pas des bancs, qui n'a même pas un morceau de bois, on ne va pas acheter un ordinateur dans cette école. Donc voyez-vous, si les écoles ne sont pas informatisées, les villages ne sont pas numériques, n'ont même pas l'électricité, nos frontières, n'en parlons pas. Aujourd'hui, c'est n'importe qui entre dans nos frontières. On ne sait même pas ailleurs quand quelqu'un traverse... ça quand même, à Kasumbalé, ça, la frontière est moderne quand même. Mais est-ce que c'est informatisé? Il faut quand même vanter. C'est moderne, mais est-ce que c'est numérisé? C'est ça, en fait. On est en train de parler, on est dans les thèmes, Madame Ranta, ne sortons pas. Moi, je ne parle pas de ce que vous dites là, les conforts et tout. Je parle de l'informatisation de ce lieu. Non. Parce qu'aujourd'hui, même la guerre à l'Est, là, si vous pensez que si notre armée était informatisée, on allait avoir tous ces couacs qu'on a aujourd'hui. Donc, ailleurs, c'est déjà, le satellite joue déjà ce rôle. Donc, quand déjà un ennemi attaque quelque part, on sait que c'est tel endroit, ça peut détecter déjà l'ennemi à partir de... Est-ce que ici, c'est le cas? Nous avons un problème. Et quand ils proposent, ils lancent leur thème, ils doivent aussi réfléchir sur le petit peuple. Ils doivent aussi réfléchir sur le petit peuple. Alors, cet enfant, cette jeune fille qui ne bénéficie pas de l'informatique, de la haute technologie, quel serait son avenir? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que cette femme-là doit, ipso facto, apprendre
la technologie. Alors la femme là, si elle n'apprend pas ça, pour son autonomisation, c'est que cette femme-là ne sera pas autonome. Voilà, quelle est alors cette population ou votre cible en tant qu'ONG? Ce sont les femmes, puisque nous sommes aujourd'hui au mois de la femme, la journée internationale de la femme. C'est quoi votre cible? Ou quelle est votre cible? Bon, notre cible, ce sont des enfants et des jeunes filles mères, des jeunes filles mères et des enfants. Mais pratiquement, les enfants viennent souvent dans nos activités avec leurs parents. Donc, leurs parents, c'est pourquoi dans nos meetings, on a plus des femmes qui sont là, qui accompagnent leurs enfants. Ok, donc vous œuvrez, vous donnez le sourire aux enfants qui sont accompagnés de leurs parents, donc aux familles. Oui, aux familles. Très bien. Et quelles sont les actions que vous avez déjà menées pour ces femmes aujourd'hui qui vous regardent et dans quel coin de la République? Parce que vous parlez aujourd'hui au nom de ces femmes qui sont dans les villages, au nom de ces enfants qui vivent au village. C'est déjà quel coin de la République qui a été visité par vos actions? Oui, nous sommes déjà partis à Goma, à Bukavu, au Bakongo, à Kwilu, et là c'est là que nous sommes partis, et aussi dans les périphéries de Kinshasa. Nous partons souvent pour faire de campagnes de sensibilisation et surtout sur ce problème-là de mariage précoce, de mariage d'enfants. Nous avons remarqué que même quand nous partons avec des cadeaux, même quand nous allons souvent dans des activités de Père Noël au village, cela ne suffit pas parce que l'enfant reste... Donc le sourire que vous accordez aux enfants, que vous donnez aux enfants, que vous distribuez aux enfants, c'est à travers des cadeaux que vous les ramenez. Oui. Il n'y a que des cadeaux qui sont... Oui. On peut ramener des cadeaux, on peut ramener des cahiers, mais derrière ça, on passe un message. Très bien. On passe les cahiers, c'est mieux parce que là, vous leur incitez à aller à l'école. C'est chaque période, au fait. C'est chaque période. Si c'est la période de la rentrée des classes, on peut ramener des fournitures scolaires, des objets classiques. Si c'est la période festive, on peut ramener des cadeaux pour les enfants, mais on part toujours derrière avec un message très précis. Et le thème qui nous a accompagnés durant ces 6 années, c'était plus sur le mariage d'enfants et éducation pour tous. Et c'était plus sur ça, parce qu'on avait remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui allaient en mariage qu'à l'école. Avant l'âge de la maturité. Alors, c'est ce qui posait problème, que le milieu restait sous-développé. Alors on partait avec la loi portant protection de l'enfant pour essayer de sensibiliser, bien que c'est difficile, Madame Ranta. Vous savez, nous, SDV ONG, on a eu à faire des grands meetings, on a eu à réunir plusieurs enfants. J'ai des images, si vous pouvez balancer cela. Vous allez voir que la peine que nous avons de satisfaire tous ces enfants. Non, pas de satisfaire les enfants, de convaincre les chefs de groupement, les chefs coutumiers, les parents, de ne pas marier les enfants, de les envoyer à l'école. Et c'était ça le combat. Et après, on a été vraiment satisfait parce que il y a la gratuité par rapport à la gratuité, bien qu'il y a des couacs, mais quand même, ça soulageait vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Et voilà, jusque-là, on... Parce qu'aller à l'école à l'intérieur, c'est vraiment un luxe. Si aujourd'hui il y a la gratuité, ça accorde plus de chance à tous ces enfants-là de fréquenter les écoles. Très bien. Et parlons de 145 territoires. Projet 145 territoires lancé par le gouvernement congolais. Et vous, parce que vous œuvrez dans les provinces, dans les territoires, dans les villages, ces projets, pour vous, c'est tellement bien conçu où il faudra ajouter quelque chose, parce que votre lutte, c'est les écoles, les infrastructures sanitaires, tout ça, le développement dans les territoires, dans les villages. C'est les projets 145 territoires. En tout cas, pour le projet 145 territoires, c'est un projet qui nous a tellement marqué, qu'on a accueilli avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, parce que c'est un projet qui rencontre nos objectifs et tout ça. Bon, par rapport au fond, vous savez, on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas aussi tout faire directement, mais comme c'est encore un début, nous on souhaite que ces projets-là commencent
Nous, on souhaite quand même que ça commence. Et si ça commence, et puis eux-mêmes, ils verront que non, voilà, ici, on a commencé, il y a peut-être des choses à changer, il y a des choses à améliorer, mais que ça commence d'abord. Que ça commence d'abord, parce qu'on avait vu qu'ils avaient déjà un petit financement. Ok. Il faut qu'ils commencent. Oui, le financement serait par territoire de 10 millions, quelque chose, 10 millions de dollars. Ma question est celle de savoir, aujourd'hui, le chef de l'État s'est exprimé sous la tribune en Suisse, en Genève, sur le droit de l'homme. C'était dans un forum concernant le droit de l'homme. Et selon ses propos, le chef de l'État est inquiet, en fait. Hein, il est inquiet de la situation de l'Est de la RDC qui sème l'insécurité. Aujourd'hui, le pays doit se focaliser pour pour faire cesser la guerre dans la partie Est de la RDC. Mais le président de la République, à mon humble avis, il est inquiet de cette situation et qui, aujourd'hui, il alerte. Il dit que si la situation de l'Est persistait, il y aura suspension du projet 145 territoires. Vous, en tant qu'ambassadrice des enfants villageois, comment avez-vous perçu, comment avez-vous reçu ces messages? Ça vous a attristé ou vous êtes encore confiante en disant que ça pourra aller dans quelques années? Vous savez, c'est que je déplore, parce que cette histoire de guerre à l'Est, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais il faudra la terminer, madame. Il faudra la terminer, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, il est le président de la République, il est le garant de la nation. Il doit fonctionnement de la nation. Il doit trouver des solutions. Mais ce n'est pas en cessant une action qui va apporter les développements dans son pays, qui pense mieux que ça va cesser la guerre. Moi, je pense que c'est non. Mais puisque la guerre, il faut de moyens. Ça risque de chambouler, même parce que les élections aussi sont visées. Il y a la gratuité de l'enseignement qui est aussi visée. Si seulement ça peut par exemple, la gratuité de l'enseignement. Si aujourd'hui, il dit que l'argent de la gratuité de l'enseignement va servir à terminer aux efforts de guerre. Moi, je pense que ça, c'est faux. Je n'encourage pas ça. Et c'est vraiment... c'est un mauvais conseil qu'on l'a attribué. Parce qu'aujourd'hui même ou après-demain, on va parler du bilan du président de la République. C'est parmi les piliers de son bilan. C'est parmi les... Comment dire, c'est parmi la base même de son bilan. Alors demain, si aujourd'hui, si il dit qu'il va arrêter avec ça, je ne sais pas, à la campagne électorale, s'il y aura élection, qu'est-ce qu'il dira à la population? Cette population qui est déjà habituée à envoyer leurs enfants à l'école, à ne rien payer. Déjà, nous, les fonctionnaires, on ne nous paye pas très bien. Avec le taux d'aujourd'hui, qui est déjà des 250 francs pour un dollar. 2500 pour un dollar. Avec 200 000, 300 000 qu'on nous paye pour le dollar, on a combien? Et cette histoire de la gratuité a permis à ce que les parents soient quand même soulagés. Mais là, s'il dit qu'il va enlever ça pour la guerre, moi, je pense que ce n'est pas à recourir dans les bonnes bases. Cette histoire de la guerre, le président doit s'asseoir, il doit dialoguer. C'est les dialogues, en fait. Ils doivent dialoguer. Dialoguer avec qui? Dialoguer avec l'ennemi. Moi, je pense que tu es partage du pouvoir parce qu'on a vu, non, à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu dialogue avec le M23. Vous savez, et après quelques années, ça a ressurgi. Vous savez, Madame Ranta, aujourd'hui, si on a un président de l'étranger qui vient dans notre pays, qui vient nous faire de la morale, ça choque. Vous parlez d'Emmanuel Macron? Oui. Il vous dit que vous ne pouvez même pas gérer votre souveraineté. Ça choque. Vous n'avez pas pu protéger. Vous n'avez pas pu ça choque. Ce sont des choses que, vous savez, comme on dit, les linges, c'est lave en famille. Moi, je peux vous parler, on se comprend, on est des Congolais, mais lui, il vient exprimer, il nous dit ça, et puis il nous dit ça en direct. Voyez-vous, nous sommes des Africains. Quel est ces palabres qui ne se terminent jamais? Quels sont ces problèmes qui ne se terminent jamais? C'est quoi le problème? Voilà pourquoi il faut s'asseoir sur une même table et puis en parler. Voilà pourquoi, parmi les voies de sortie de cette crise, le président préconise suspendre le projet de 145 territoires, la gratuité. Non, ça c'est pas un bon conseil. Ce n'est même pas une bonne base. Ça c'est pas un bon conseil. Parce qu'aujourd'hui là, quand il dit qu'il va suspendre ça, qu'est-ce qui va arriver après? Terminer la guerre et puis renforcer maintenant
ces autres projets de développement de la RDC? Non, Madame Ranta. En tout cas, selon c'est que je pense que ce n'est pas dans cette logique-là de suspendre. De suspendre. On ne peut pas suspendre un projet de développement qui a déjà commencé. Qui va donner un sourire aux enfants villageois, qui a donné un sourire même aux enfants de toute la RDC. Aujourd'hui, on a les enfants des pousse-pousseurs, les enfants des vendeurs ambulants qui vont à l'école. Vous ne savez pas que l'éducation élève toute une nation? Non, il ne peut pas. En tout cas, je pense qu'il a peut-être dit ça pour parler, mais je sais qu'il va réfléchir. C'est notre papa. Il va réfléchir. Il va lui-même voir que c'est une très, très mauvaise décision à prendre. Voilà. Madame Loge, en voyant la vie des enfants dans le village, ici à Kinshasa, aujourd'hui avec la montée du phénomène Kuluna, surtout dans ces milieux urbains où nous sommes, on voit que la majorité, maintenant, ce sont de jeunes enfants, des mineurs, qui excellent dans cette sale besogne. Aujourd'hui, quand vous voyez ça, vous vous dites, la responsabilité est de parents ou du gouvernement? La responsabilité est partagée, Madame Ranta. Vous savez, l'éducation commence à la maison, d'abord. Quand un enfant vole 10 francs, vous le laissez, vole 100 francs, vous le laissez, demain, cet enfant va voler 100 $. Et il ira chez le voisin. Donc, voilà. Ça commence d'abord à la maison. Et quand je dis que c'est partagé, pourquoi? Parce que nous vivons un sous-développement qui est vraiment généralisé. Nos enfants aujourd'hui ont faim. Un enfant qui a faim, on dit à Lingala, un enfant qui a faim fait n'importe quoi. Un enfant qui vit dans une maison où on ne sait pas lui donner un pain. Quand il part chez les voisins, on lui donne un pain. Il mange. Quand on ne lui donne pas, il vole. On ne va pas l'encourager à voler. On ne va pas l'encourager à voler, mais ça doit changer. Mais d'abord, ça commence à la maison. Nos parents, comment est-ce qu'on éduque? La base de la famille. Comment est-ce que les parents éduquent leurs enfants? Comment est-ce que... Moi, je me rappelle une fois à la maison, quand j'étais petite, j'avais pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Ma mère m'avait brûlé avec la bougie. Et dès lors, je m'étais dit, plus jamais je vais prendre quelque chose. Donc, il faut que les parents prennent leurs responsabilités en main. Aujourd'hui, quand on a des jeunes garçons Kuluna aujourd'hui, ça fait mal. De voir des jeunes garçons qui ont perdu leur conscience, ça fait mal. Mais d'abord, les parents doivent savoir aussi qu'eux aussi sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Et quelle est la part du gouvernement dans ces phénomènes? La part du gouvernement dans ces phénomènes, c'est que un enfant, moi, je peux faire scolariser mon enfant. Et puis mon enfant va à la société. Comme qui dirait, l'enfant appartient à l'État. L'enfant appartient à l'État. L'enfant va à la société, il n'y a pas de boulot. Très bien. Il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, on assiste à des choses qui nous dérangent. Voyez-vous? Cette histoire où quelqu'un, on t'engage, on te nomme ministre, tu prends que des gens de ta famille. Mais s'ils sont compétents, il n'y a pas de problème. C'est la méritocratie et c'est la compétence qui compte en milieu professionnel. La compétence, mais à taille, mon Kaka, on est pas compétent, bisoté. Non, nous, on n'est pas compétents. Moi, j'ai fait mes études universitaires. Depuis 2015, je suis licenciée. Mais allez-y voir combien d'étudiants depuis 2015 aujourd'hui qui n'ont pas de travail, qui chôment. Non, même si on parlait de la méritocratie en question. Quelqu'un qui est député, Cyprien a eu soit sa femme, soit son enfant, sa tante. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Il n'y a pas de travail. Donc, la jeunesse est délaissée de soi-même. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se font engrosser par-ci, par-là. Lorsqu'on parle de l'autonomisation, une jeune fille qui part se faire engrosser à cause d'un téléphone iPhone 14, cette jeune fille-là sera autonome. Donc, l'État a aussi sa part de responsabilité. L'État doit créer des entreprises. On doit engager des jeunes qui doivent aller travailler. J'encourage cette histoire des Kanyema KCC. Je l'encourage. Mais en même temps, j'hésite un peu. Parce que je ne pense pas qu'il faut seulement aller faire travailler durement les jeunes
Mais c'est en quelque sorte une punition pour les apprendre à être utile de la société. Et après cela, que deviendront-ils ces jeunes? Mais ils ont du travail. Non, quel travail? Au service national. Quel travail? Pourquoi seulement ils doivent rester au service national? On ne pense pas à former cette jeunesse-là. Peut-être d'abord les former, les envoyer aux études, peut-être les envoyer à l'armée, mais d'abord qu'ils reçoivent une formation. Mais là-bas, les formations, ils sont séparés, on recrute et puis on voit qu'ils sont aptes. Est-ce que vous êtes allé sur place? Je suis journaliste, madame. Vous êtes journaliste, oui. Mais est-ce que vous êtes allé sur place? Vous avez palpé cela? Nous, on voit seulement, on nous montre à la télé que ces jeunes-là qui étaient des Koulouna, aujourd'hui, ils produisent des sacs de foufou. Ce n'est pas mauvais. Œuvre de l'agriculture. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu des habits, des lignes de vêtements que ces enfants-là ont créés. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu. Vous avez vu que les sacs de sémoule. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, par exemple, on parle de la technologie. L'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture mondiale, ce n'est plus fait à la hache. Il y a des machines appropriées pour ça. Ces enfants-là, on ne peut pas les former pour qu'ils utilisent, au lieu qu'ils utilisent leur force musculaire, ils ne peuvent pas utiliser des machines, tout ça, parce qu'on parle de la technologie numérique. Donc, voyez-vous, c'est dans tous les sens. Moi, je me dis, c'est bien de faire des projets comme ça, mais essayer un peu de moderniser cela pour qu'il y ait un développement parfait. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Mais en tant qu'une dernière question avant de chuter, en tant qu'ambassadrice des enfants villageois, aujourd'hui, si on vous demandait un conseil pour qu'il y ait développement dans les provinces, pour que ces enfants aient le sourire, qui ne soit pas donné par des ONG comme vous le faites maintenant, qu'est-ce que vous aurez à donner comme conseil au gouvernement? Les conseils que moi je vais donner au gouvernement, c'est d'appliquer les projets des 145 territoires. Sans faille. Sans faille, qui n'aient pas des détournements, qui le font. Parce que c'est ces projets-là, moi je pense que c'est ces projets-là qui vont apporter le développement en RDC. Vous savez, si on crée 1000 écoles dans chaque territoire, waouh, 1000 écoles. Et puis on nous parle des écoles modernisées. Donc, s'il y a des écoles... L'éducation numérique sera garantie. Ou l'éducation numérique, voilà, qui sera garantie. Donc, moi, en tout cas, moi, c'est seulement ça que je peux donner comme conseil. Parce que même si on leur dit à ces enfants, étudier, mais quand vous allez étudier en même les sols, c'est décourageant. Ça n'attire pas, les conditions ne sont pas réunies. Mais quand vous savez que vous allez être dans une salle comme ça, bien climatisée, tout le monde a envie d'y aller. Tout le monde a envie d'aller. Donc, moi, j'encourage cela. J'encourage le chef de l'État à faire ces projets-là. Et j'encourage tous ces papas-là qui sont nommés dans ces projets-là. Je les invite à la conscience. Je les invite vraiment qui pensent à ces enfants, qui pensent à ces populations qui souffrent, qui ne pensent pas à leur ventre. Et ils ont déjà de l'argent. Leurs enfants étudient déjà en Europe. C'est déjà bon. Qui ne pensent pas à détourner, qui fassent ces projets-là pour qu'enfin, cela n'est pas pour le mandat des Félix Tshisekedi, non. Cela est pour la population et pour la population congolaise. Puisque nous avons le régime de continuité de l'État. Puisque nous avons la continuité de l'État. Cette histoire de la gratuité, ça a commencé à l'époque des Kabila. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui a réalisé cela. Donc, moi, j'encourage tous ces papas-là. En tout cas, que Dieu puisse vous accompagner, que la conscience puisse travailler, afin que demain, nous puissions au moins essayer de parler un peu non, pas de sourire, de développement numérique. Parce que si il faut en parler aujourd'hui, nous sommes encore dans le noir. Nous sommes très loin. Voilà, 8 mars, Journée internationale de la femme. Quels sont les conseils que vous donnerez aux femmes en général et aux jeunes filles qui aujourd'hui, quand on parle le 8 mars, on voit comment le pain s'achète et se vend sur le marché? En tout cas, les conseils que je donnerai aux jeunes filles, c'est d'être autonomes. L'autonomisation de la jeune fille ne se limite pas de pagne, ne se limite pas dans les maquillages, dans des choses tralala, non. Quand on est autonome, on sait s'imposer quelque part. On a une marque de poser quelque part. Quand on réfléchit, on dit que voilà, cette femme-là peut apporter quelque chose. On peut compter sur vous. Est-ce que, étant donné que nous sommes femmes congolaises, étant donné que nous sommes femmes africaines, est-ce qu'on peut compter sur nous? Essayons de faire les choses d'une manière qu'on puisse compter sur nous, d'une manière que notre voix
puisse aller plus haut, afin que les choses puissent changer. Voilà. Voilà, merci beaucoup Madame Eloge. Je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux Madame Eloge Nzibo. Elle est présidente de l'ONG Sourire dans nos villages. C'est avec elle que nous avons partagé autour du thème de l'année qui est éducation numérique pour égalitaire et l'autonomisation pour la paix de filles en République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de Mondico Télévision, spécial 8 mars, spéciale journée internationale de la femme. Merci et à la prochaine.